Nous allons achever ce chapitre 6 dans cette vidéo. Déjà, nous allons achever la partie 2.3 et nous reprenons là où nous en étions arrêtés dans la précédente vidéo. Donnons donc la définition 2.3.11, celle de différence entre deux ensembles. Si A et B sont deux ensembles, on appelle A privé de B l'ensemble qui s'écrit A\B, qui est constitué des éléments qui sont dans A mais qui ne sont pas dans B. Donc X appartient à A privé de B équivaut à X appartient à A et X différent de B. Alors première remarque, on parle parfois aussi de la différence de A et B. Et vous pourrez donc parfois rencontrer cette notation A moins B. Alors personnellement je ne l'aime pas beaucoup, car si on a un signe moins et qu'on parle de différence, on peut penser qu'il y a une opération inverse qui est tout simplement une sorte d'addition. Et assez naturellement, on a envie que ce soit la réunion qui fasse office d'addition. Or cela est faux et nous allons tout de suite voir un petit exemple. Commençons déjà par faire un petit dessin. Si nous avons ici l'ensemble A et ici l'ensemble B, à quoi ressemble A privé de B? Eh bien, comme nous l'avons dit, ce sont les éléments qui sont dans A mais qui ne sont pas dans B. Et donc c'est l'ensemble que je hachure en vert, l'ensemble de tous ces éléments-là. Alors d'ailleurs, petite remarque, c'est laissé comme exercice, vous pourrez le chercher chez vous. Essayez de montrer que A privé de B est égal à A privé de l'intersection entre A et B, ce qui est particulièrement visible sur ce dessin. Alors quand je parle de différence qui n'est pas l'opération inverse de la réunion, je pense au phénomène suivant. Posons-nous cette question. Est-ce que A union B privé de B est égal à A? Et est-ce que A privé de B union B est égal à A? Autrement dit, si je pars de A, j'enlève B, je rajoute B, est-ce que je retombe sur A? Si je pars de A, que j'ajoute B et que je renlève B, est-ce que je retombe sur A? Eh bien la réponse est non aux deux questions. Donc la réunion et la différence ne sont absolument pas des opérations qui sont des réciproques l'une de l'autre. Je peux reprendre un schéma du style du schéma précédent, avec un ensemble A et un ensemble B. Alors si je regarde le premier ensemble, A union B, le tout privé de B. Je pars de A union B, enfin je pars de A, je regarde A union B, et donc j'obtiens pour A union B toute cette partie-là. Et je renlève B. Donc il faut prendre les éléments qui sont dans A union B sans être dans B. Ce sont donc les éléments qui sont dans A sans être dans B. L'ensemble vert, c'est celui-ci. Nous constatons qu'il est égal, je vais le laisser en vert, nous constatons sur cet exemple en tout cas qu'il est égal à A privé de B. Donc, si A et B ont une intersection en commun, eh bien A privé de B, ça n'est pas A. Quant au deuxième ensemble que je vais ici encadrer en rose, A privé de B, le tout union B, eh bien maintenant je repars de A privé de B qui finalement est l'ensemble vert, hachuré en vert ici, et je fais sa réunion avec B. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, nous voyons ici que nous obtenons A union B. Nous obtenons toute cette partie-là. Donc à nouveau, ça n'est absolument pas A en général. Donc d'ailleurs, je peux vous laisser un exercice, le soin de montrer que dans tous les cas, A union B privé de B est égal à A privé de B, qui est l'égalité en vert, et vous pourrez également montrer que A privé de B union B est égal à A union B. Ce sont des bons exercices de manipulation d'ensemble. En tout cas, ça n'est jamais égal à A, sauf dans des cas particuliers. En général, ça n'est pas égal à A. La définition 2.3.11 nous permet de donner la définition 2.3.13. Si E est un ensemble et que grand A est une partie de E, on appelle complémentaire de A dans E l'ensemble E privé de A. Alors j'ai mis dans E entre parenthèses, nous allons revenir un tout petit peu après là-dessus. Donc là encore, faisons un dessin, voici E, et à l'intérieur de E, nous avons un ensemble A. Donc là nous avons A et le grand ensemble c'est E. Quel est le complémentaire de A dans E? Eh bien c'est tout simplement
E privé de A, c'est-à-dire toute la partie que je vais ici hachurer en vert. Donc vous voyez que cet ensemble dépend de A, mais il dépend aussi de E. Et c'est bien là qu'est tout le problème. En effet, imaginons que grand A fasse aussi partie d'un second ensemble que je vais appeler E'. Alors, je vais essayer de le placer un peu différemment. Voilà. E'. Bien maintenant, si je regarde le complémentaire de A dans E', c'est un tout autre ensemble. C'est l'ensemble que je vais hachurer en orange en espérant que le dessin ne soit pas trop chargé. En tout cas, on voit bien que ça n'est pas du tout le même ensemble que l'ensemble vert. Donc lorsque l'on parle du complémentaire de A, en tant que tel, cela ne veut rien dire. Il faut préciser complémentaire de A dans quel ensemble. Si dans un énoncé, il est très clair que grand A est défini comme la partie d'un ensemble E, mais d'aucun autre ensemble, eh bien lorsque l'on dit le complémentaire de A, forcément on fait référence à E et il n'y a donc pas d'ambiguïté. Si A fait partie de deux ensembles différents, il vaut mieux préciser les choses. Alors il existe plusieurs notations pour le complémentaire de A dans E, mais une seule de ces notations fait réellement apparaître l'ensemble E. Donc l'une des notations les plus fréquentes, c'est la notation A bar. Son inconvénient, c'est qu'une lettre surmontée d'une barre, c'est déjà une notation qui est utilisée en mathématiques dans beaucoup de contextes. Vous la connaissez déjà pour le conjugué d'un complexe, mais cela existe aussi pour la fermeture d'un ensemble, pour la négation d'une proposition, et certainement encore pas mal d'autres choses. Une autre notation qui est assez agréable, c'est A avec un exposant C. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté avec une autre notation. Par contre, vous voyez que ces deux notations, aucune des deux ne fait apparaître grand E. Donc, quand vous utilisez ces deux choses-là, l'ensemble grand E doit être non ambigu. Il faut savoir que l'on parle du complémentaire de A dans E et qu'il ne peut pas s'agir du complémentaire de A dans un autre ensemble. Donc il n'y a qu'une notation à ma connaissance qui mentionne à la fois E et A. C'est la suivante. On écrit un grand C vertical, suivi de A, et en indice, on place grand E. Donc ceci, c'est le complémentaire de A dans E. Alors c'est une notation qui est plus longue à écrire que les autres, elle est un peu plus lourde, mais elle est plus précise. Dans la plupart des exercices, nous n'aurons pas besoin de préciser qu'il s'agit du complémentaire dans E, cela sera en général tout à fait implicite vu l'énoncé. Donnons un premier résultat concernant ces complémentaires. Si A et B sont deux parties d'un ensemble E, alors A privé de B est égal à A intersecté avec le complémentaire de B. Deux remarques quant à cet énoncé. Déjà, pour le complémentaire de B, je n'ai pas utilisé la notation qui fait apparaître grand E, j'ai utilisé B exposant C, car justement ici il n'y a aucune ambiguïté. Nous savons que B est inclus dans grand E, mais nous n'avons connaissance d'aucun autre ensemble qui contiendrait grand B. Donc si nous parlons du complémentaire de grand B, c'est obligatoirement vis-à-vis de E. Donc il n'y a pas besoin de spécifier plus que cela. Deuxième remarque, ici, A et B sont deux parties d'un ensemble E. Et cela, c'est absolument indispensable ici. Nous avons ici une égalité entre deux ensembles. L'ensemble A privé de B existe tout le temps dès que A et B sont deux ensembles. Même si ce ne sont pas les parties d'un ensemble E, A privé de B existe toujours. Par contre ici, lorsque je parle du complémentaire de B, il faut bien que B soit dans un ensemble E. D'accord ? Et après, pour que tout cet ensemble ait un sens et soit égal à A privé de B, eh bien il faut que A et B soient tous les deux dans E. Donc l'hypothèse que A et B sont tous les deux inclus dans l'ensemble grand E est absolument indispensable. Alors représentons un petit peu tout ça graphiquement. Je vais prendre un grand ensemble E, et à l'intérieur de cet ensemble E, je prends un ensemble A et un ensemble B. Donc ici j'ai B, ici j'ai A, ici j'ai E. A privé de B, nous savons que c'est la partie que je hachure en orange. C'est cette partie-là. Si maintenant je hachure le complémentaire de B dans E, j'obtiens cet ensemble-là, et je vous laisse vérifier que, en effet, la partie rose intersectée avec A nous redonne la partie orange. Ici, c'est parce que A et B sont deux parties dans E.
Si jamais ça n'est pas le cas, donc déjà si B n'est pas dans E, le complémentaire de B n'a même pas de sens, mais si B est dans E et que A, lui, n'est pas dans E, je vais faire un dessin ici, et bien vous voyez que ça ne va pas marcher non plus, vous allez le voir. Voici A, et voici B. Si je regarde le complémentaire de B, donc dans E, et que je prends son intersection avec grand A, eh bien j'obtiens la partie que je vais hachurer en orange, c'est-à-dire cette partie-là. Et vous voyez bien que ça n'est pas A privé de B. C'est seulement la partie de A privé de B qui se trouve dans E. Donc j'insiste bien sur le fait que, ici, dans cet énoncé, ainsi d'ailleurs que quasiment dans tous les énoncés où nous allons parler de complémentaires, il faut que tous les ensembles que nous manipulons soient dans un même ensemble grand E. Donc la démonstration est relativement simple. Alors maintenant d'ailleurs que grand A et grand B sont deux parties de E, nous allons enfin pouvoir systématiquement introduire des éléments qui sont dans un ensemble connu. Donc je ne vais pas commencer cette démonstration par soit x, comme j'ai dû le faire assez souvent auparavant, je vais pouvoir commencer tout de suite en prenant x dans E. Donc soit x dans E, x est dans A privé de B, si et seulement si x est dans A, et x n'est pas dans B, mais nous savons tout de même que x est dans E, donc cela peut s'écrire x est dans A, et x est dans E, et x n'est pas dans B. Maintenant, la partie que je mets entre parenthèses bleues ici, cela signifie exactement que x est dans E privé de B, puisque les éléments qui sont dans E et qui ne sont pas dans B, par définition, ce sont les éléments de E privé de B. Donc si et seulement si, x est dans A, et x appartient à E privé de B. Mais E privé de B, par définition, eh bien c'est le complémentaire de B. Et nous avons donc terminé, si et seulement si, x appartient à A, intersecté avec le complémentaire de B. Nous avons ensuite deux autres propriétés très simples de ces complémentaires. Si A est inclus dans E, le complémentaire du complémentaire de A est égal à A. Cela repose directement sur le principe de double négation. En effet, dire qu'un élément est dans le complémentaire du complémentaire de A, cela signifie qu'il n'est pas dans le complémentaire de A. Or, être dans le complémentaire de A, c'est ne pas être dans A. Donc ne pas être dans le complémentaire de A, par double négation, c'est être dans A. Proposition 2.3.16, si A est inclus dans E, A union son complémentaire est égal à E, et A inter son complémentaire est égal au vide. Pour la première égalité, cela vient du principe du tiers exclu. Si nous prenons un élément x dans E, soit il est dans A, soit il n'est pas dans A. Donc soit il est dans A, soit il est dans son complémentaire, ce qui nous donne directement l'égalité voulue. Pour la deuxième, nous pouvons remarquer que A intersecté avec son complémentaire, d'après la proposition 2.3.14, c'est A privé de A. Donc c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans A. Comme ces deux propositions sont contradictoires, eh bien aucun élément ne peut vérifier cela, donc cette intersection est bien égale au vide. Alors une petite remarque, un symbole qui est utilisé assez souvent, c'est le symbole d'union disjointe. Si A et B sont deux ensembles disjoints, alors leur réunion, A union B, est notée avec un symbole un peu particulier. Elle est notée A avec une espèce de U carré, comme ça, A union B. Ou parfois, vous pourrez voir un pi à l'envers. C'est aussi un symbole qui est utilisé. Ce symbole se lit union disjointe. Disjointe car, justement, nous avons supposé que A et B sont disjoints. Et il s'agit bien d'une réunion. Donc c'est un symbole original. Pour l'instant, nous n'avons jamais vu d'autres symboles qui fonctionnent comme celui-là, mais nous en verrons un autre dans l'année. C'est un symbole qui permet déjà de construire un ensemble, puisque c'est un symbole de réunion. Cet ensemble-là, A avec ce U carré B, c'est l'ensemble A union B, c'est exactement le même, mais le fait d'utiliser ce symbole et non pas une simple réunion, construit le même ensemble, mais donne un renseignement supplémentaire. Non seulement il construit l'ensemble A union B, mais il donne ce symbole, il donne comme renseignement que A et B sont disjoints l'un de l'autre. Donc, avec cette notation, si nous pouvons résumer les deux égalités de la proposition 2.3.16 en une seule, nous pouvons écrire que A union disjointe complémentaire de A est égal à E. Ce qui est écrit en rouge ici,
signifie exactement les deux égalités. Le fait que c'est une union nous dit que A union son complémentaire est égal à E, c'est donc la première ligne, et si l'union est écrite comme ça, eh bien cela donne le renseignement que A et son complémentaire sont disjoints. Donc c'est une notation très pratique qu'il ne faudra pas hésiter à utiliser. Pour achever la partie 2.3, nous allons énoncer et démontrer les relations de De Morgan. Donc il en existe une première version simplifiée. Si nous prenons grand A et grand B deux parties d'un ensemble grand E, alors nous avons deux égalités. Le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires, et le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion des complémentaires. Comme vous pouvez le remarquer tout de suite, cela ressemble énormément aux relations de De Morgan que vous avez vues dans le chapitre sur la logique. C'est normal, nous allons d'ailleurs bien s'en rendre compte en faisant la démonstration. Mais nous avons aussi une relation plus générale qui concerne une famille d'ensembles. Donc si AI quand petit i parcours entier est une famille d'ensembles, eh bien nous allons retrouver exactement les mêmes relations. Premièrement, le complémentaire de la réunion est égal à l'intersection des complémentaires. Et deuxièmement, le complémentaire de l'intersection est égal à la réunion des complémentaires. Alors évidemment, le premier point est un cas particulier du second point, donc je ne vais démontrer que le second. Et d'ailleurs, dans le second point, les deux égalités se démontrent de manière tout à fait analogue, donc je vais démontrer le premier ou le deuxième, je vais faire celui qui n'est pas détaillé dans le PDF, c'est-à-dire ici le second point. Donc, prenons un élément petit x dans grand E, je vais raisonner par équivalence, x appartient au complémentaire de l'intersection est équivalent à dire que j'ai la négation de x appartient à l'intersection. Autrement dit, x n'appartient pas à l'intersection. C'est donc équivalent à la négation de la définition. Par définition, x est dans l'intersection, cela signifie que pour tout i dans grand I, x appartient à i. Je peux donc maintenant prendre la négation de cette phrase, cela me donne qu'il existe un i dans grand I, tel que x est dans AI, n'est pas dans AI, pardon. Et donc, il existe un i dans grand I, tel que x appartient au complémentaire de AI, et j'ai fini. X est bien dans la réunion des complémentaires. Alors tout à l'heure j'ai dit que nous allons voir le lien avec les relations de De Morgan en logique, alors cela ne se voit pas trop ici, mais si je démontre le premier point de manière très rapide, x appartient au complémentaire de A union B. Alors c'est vraiment cette démonstration uniquement pour faire le lien avec De Morgan en logique, puisqu'à nouveau ce point est un cas particulier du point numéro 2. Cela c'est la négation de x appartient à A ou x appartient à B. Et la négation d'une disjonction, c'est une conjonction. C'est la négation de x appartient à A et la négation de x appartient à B. Ce qui nous donne exactement ce que nous voulions. X appartient au complémentaire de C, intersecté avec le complémentaire de B. Nous abordons maintenant la partie 2.4 dans laquelle nous définissons le produit cartésien de plusieurs ensembles. Donc c'est encore une nouvelle méthode pour construire à partir de certains ensembles qui existent, pour construire un nouvel ensemble. Donc si E1 jusqu'à En sont des ensembles, leur produit cartésien, c'est l'ensemble qui se note E1, croix, E2, croix, etc. jusqu'à En comme un produit, et qui est constitué de l'ensemble de tous les n uplets, où les coordonnées sont la première dans E1, la deuxième dans E2, jusqu'à la dernière qui est dans En. Donc un n-uplet, ça s'écrit entre parenthèses, un n-uplet contient n coordonnées, séparées par des virgules. C'est une définition très formelle, et à chaque fois que vous aurez un exercice à faire avec un produit cartésien, il suffira de revenir à la définition, et surtout de ne pas se tromper sur la nature des éléments qui font partie de ces produits cartésiens. Alors, si il se trouve que tous les ensembles en question sont égaux, eh bien nous avons une notation raccourcie pour désigner leur produit cartésien, même notation qu'avec un produit de complexe, E1 croix, E2, etc. jusqu'à En sera noté E puissance n, à condition évidemment tous ces ensembles de les appeler
grand E. Et vous connaissez déjà un exemple, puisque l'ensemble R3, ça n'est rien d'autre que R croix R croix R, c'est-à-dire l'ensemble de tous les triplés x, y, z, quand x parcourt R, et y parcourt R, et z aussi. Il n'y a aucun résultat à proprement parler au programme sur les produits cartésiens, il suffit de connaître la définition. Donc il y aura quelques propriétés assez classiques qui seront vues en TD, mais essentiellement ici nous allons donner des exemples. Donc autre exemple très classique, si nous nous plaçons dans R2, nous pouvons regarder le produit cartésien suivant, l'intervalle 1, 2, fermé à gauche, ouvert à droite, croît l'intervalle, je vais prendre moins 1 plus l'infini par exemple. Alors à quoi ressemble cet ensemble? Déjà, le premier ensemble ici est inclus dans R, le deuxième est inclus dans R, donc tout cela c'est inclus dans l'ensemble de tous les couples XY avec X dans R et Y dans R. Peut-être on peut préciser que cet ensemble ici, c'est l'ensemble de tous les couples XY avec X qui se trouve entre 1 et 2, et Y qui est tout simplement strictement plus grand que moins 1. Donc il est clair que cet ensemble est bien un ensemble de couples qui est inclus dans celui-ci, et donc cet ensemble est inclus dans R2. Donc nous allons le représenter graphiquement. Donc voici notre repère. Cet ensemble, alors appelons-le grand E pour simplifier un peu les choses. Un point est dans grand E si et seulement si son abscisse est comprise entre 1 et 2. C'est-à-dire que les points vont devoir se trouver dans cette bande. Mais sans toucher la partie de droite. D'accord? Puisque la partie de droite, alors je vais la mettre en pointillé, la partie de droite, la droite que je viens d'effacer, c'est pour une abscisse égale à 2. Or ici, par définition, vous voyez que la première partie de grand E, l'intervalle 1, 2, sa bande de droite est ouverte. Donc déjà, les points de grand E se trouvent ici, puisque leur abscisse est comprise entre 1 et 2. Mais leur ordonnée, elle, doit être strictement plus grande que moins 1. C'est-à-dire que les points de grand E se trouvent strictement au-dessus de la droite que je suis en train de tracer. D'accord? Donc finalement, les points de grand E, ce sont tous les points qui se trouvent dans la partie que je hachure. Et cette partie est donc délimitée par 3 portions de droite. Celle verticale à gauche fait partie de l'ensemble, puisqu'ici l'ensemble, le crochet en 1 ici est fermé. Le petit bout en bas en pointillé bleu ne fait pas partie de l'ensemble, puisque par contre la borne de gauche ici, en cette bande de gauche, l'intervalle là est ouvert. Et la droite qui est à droite, justement, la portion de droite à droite est en pointillé, elle ne fait pas non plus partie de l'ensemble, puisqu'ici l'intervalle est ouvert. Enfin, pour terminer ce chapitre, nous allons un petit peu mettre en parallèle certaines définitions qui ont été vues dans le chapitre de logique et d'autres qui ont été vues ici. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il existait beaucoup d'analogies entre les deux lorsque nous avons ici donné les définitions. Donc, pour cela, je vais définir un ensemble grand E et deux prédicats P et Q, deux propositions, soit P et Q, deux propositions, dépendant d'une variable. Alors je peux définir l'ensemble grand A, qui est l'ensemble de tous les x dans E, qui vérifie la propriété P. Et je peux parler de l'ensemble B, qui est l'ensemble de tous les x dans E, qui vérifie la propriété Q. Alors nous pouvons nous demander la chose suivante. À quoi est égal l'ensemble A union B? À quoi est égal l'ensemble A inter B? À quoi est égal le complémentaire de A? À quoi est égal A privé de B? Ce sera déjà bien pour commencer. Je vais voir si on peut en recaser d'autres, j'en ai peut-être oublié. Donc cet ensemble-là, eh bien c'est l'ensemble des points qui sont soit dans A, soit dans B, et donc c'est l'ensemble des éléments
qui vérifie P de x ou Q de x. Donc nous voyons qu'il existe un lien entre la réunion et l'opérateur OU. A inter B, c'est l'ensemble des points qui vérifie à la fois P de x et, enfin qui vérifie à la fois P et Q. Donc là aussi, il existe un lien entre l'opérateur et l'intersection. Le complémentaire de A, c'est l'ensemble des points qui ne vérifient pas P. Donc c'est l'ensemble des x dans E tel que non P de x. Donc il existe un lien entre la négation et le complémentaire. Que nous retrouvons d'ailleurs dans A' de B, puisque A' de B, finalement, c'est A intersecté avec le complémentaire de B. Donc nous pouvons aussi dire que A' de B, c'est l'ensemble des x dans E, tel que nous avons P de x et non Q de x. Donc nous pouvons encore donner quelques traductions de ce style. Si A est égal à E, cela signifie que tous les éléments de E sont dans A, donc pour tout x dans E, P de x est vérifié. Si A n'est pas vide, cela signifie qu'il existe au moins un élément dans grand A, donc il existe un x dans E tel que P de x est vrai. Et puis les deux dernières sont peut-être un peu plus intéressantes que les deux qui viennent juste d'être énoncées. Dire que A est inclus dans B, c'est équivalent à dire que tout élément qui est dans A se trouve dans B. Donc tout élément qui vérifie P vérifie Q. Autrement dit, pour tout x dans E, P de x implique Q de x. Si vous revenez à la partie sur l'inclusion que nous avons déjà traitée, eh bien pour montrer que A est dans B, nous raisonnons souvent par implication. Nous prenons un élément dans A et nous montrons qu'il est dans B. Nous faisons des implications. Donc il y a un lien entre l'opérateur d'implication et l'inclusion. Évidemment, A est égal à B, c'est dire que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. Donc cela signifie que pour tout x, P de x implique Q de x, et Q de x implique P de x. Donc pour tout x dans E, P de x équivaut à Q de x. Et là aussi, pour montrer l'égalité de deux ensembles, souvent nous passons par une implication. Il y a donc un lien entre l'équivalence, Il y a un lien entre l'équivalence et l'égalité. Voilà, donc cela achève le chapitre 6.